Bonjour! L'objectif de cette vidéo, c'est d'utiliser mon vécu pour donner des astuces à celles et à ceux qui veulent diminuer ou arrêter leur consommation de produits animaux comme la viande et le poisson, le lait, etc. L'idée derrière, c'est une amélioration du bien-être animal et de l'environnement. Pour alléger mes phrases, lorsque je parlerai de consommation de viande ou d'animaux, cela inclura aussi bien les animaux terrestres, marins, que leur lait, le fromage, etc. Vous trouverez en dessous de cette vidéo les sources que j'ai utilisées pour argumenter mes propos. Ce que je vous propose, 2 vidéos. Je préviens, il n'y aura aucune vidéo ou image montrant des animaux en train de souffrir. Dans cette première vidéo, nous allons voir les principaux freins qui empêchent souvent cette diminution de consommation de viande, ainsi que quelques astuces pour y arriver facilement et dans le plaisir. Dans la deuxième vidéo, je vous donne 17 recettes que je fais régulièrement et qui réunissent les avantages suivants. Simple à faire, peu onéreux et évidemment, ce qu'on recherche tous, bon gustativement. Ensuite, un petit récapitulatif de quelques produits imitant la viande, le poisson et le fromage. C'est ce qu'on appelle les simili-carnés. Il en existe beaucoup, donc je vous ai fait une petite compilation de ceux que j'ai testés et que j'aime beaucoup. Petit point vocabulaire. Végétarien. Il ne mange ni viande ni poisson, donc il ne mange pas d'animaux. Végétalien. Il ne mange rien issu de l'exploitation des animaux, ni viande, ni poisson, ni œufs, ni lait, ni fromage, ni miel. Vegan. C'est la même chose que végétalien, avec en plus le fait de ne pas acheter les produits qui impliquent l'exploitation des animaux. Porter de la laine, du cuir, prendre des photos avec des animaux enchaînés pour le tourisme, etc. Dans la deuxième vidéo, les recettes présentées seront végétaliennes. Allez, c'est parti. Les freins et les astuces pour diminuer sa consommation de viande. En général, lorsque l'on diminue sa consommation d'animaux, on se demande si on va manquer de protéines et de vitamines. N'ayant pas de compétences sur ce sujet, je vous laisse aller consulter le lien suivant pour voir où sont les sources de vitamines et de protéines. Vous allez comprendre que c'est assez facile. Je dirais juste que là où il faut se complémenter, c'est en B12. Nous savons la synthétiser depuis 1948, ce qui veut dire qu'avant cette date, être végétalien n'aurait pas été possible au niveau de la B12. Maintenant, c'est résolu. Je sais que certaines personnes ne trouvent pas naturel de se complémenter, mais gardez bien en tête que nombre d'animaux d'élevage sont eux-mêmes complémentés en B12. Donc autant se complémenter directement, ça évite les intermédiaires. Gardez également à l'esprit que de nombreux humains se complémentent en vitamine D et C par exemple, et que de nombreux sels de table sont complémentés en iode, car sans ça, notre cerveau irait très mal. Donc la complémentation, ce n'est pas naturel, mais c'est carrément intéressant pour la santé. Et la B12, ce n'est pas cher. C'est en vente libre et ça peut être remboursé si c'est prescrit par votre médecin. Une astuce, c'est de savoir pourquoi on veut diminuer sa consommation d'animaux. Pour cela, il faut comprendre la réalité de la vie des animaux d'élevage et les conditions de leur mort. Je ne vous montrerai pas d'images d'abattoirs ni de mauvaises conditions de vie, car ce n'est pas mon objectif ici. Si vous souhaitez voir ce qu'il se passe dans beaucoup trop de ces endroits, L214, sur son site, a des vidéos à n'en plus finir. J'en ai vu et c'est horrible, mais utile pour se motiver à changer. En plus, ça vous économisera l'achat de l'intégrale des seaux et des massacres à la tronçonneuse. C'est cadeau. Tout ce que je vous dirais, c'est qu'il y a plus de 3 millions d'animaux abattus par jour en France pour la consommation. Ça fait plus de 2000 par minute. Et ça ne prend pas en compte les chiffres de la pêche. Prendre conscience de cela m'a aidé à comprendre que oui, c'est bon gustativement à manger, mais pour moi, ça ne vaut pas toute cette souffrance, sachant que je peux me faire plaisir autrement au niveau du goût. Parlons justement du goût. La viande, le poisson, etc., c'est bon. Et c'est vrai que je ne vais pas dire le contraire. Je mangeais beaucoup de viande et de fromage, et ça a été mon principal frein pendant longtemps. Mon astuce, y aller par étapes si vous en avez besoin. Ça a été mon cas. En résumé, que ce soit le moment où j'ai arrêté la viande ou bien le moment où j'ai arrêté le fromage, à chaque fois, je n'ai pas réussi à arrêter du jour au lendemain. J'ai diminué ma consommation et parallèlement, j'ai fait des tests culinaires avec d'autres plats, mais aussi j'ai acheté en supermarché des simili-carnés pour voir quels sont les plats avec lesquels je pouvais me faire vraiment plaisir et ceux qui ne me contentaient pas. Donc le goût, oui, c'est important. Et nous sommes habitués à certaines saveurs depuis l'enfance. Donc il faut prendre le temps d'en découvrir de nouvelles qui sont incroyables. Et vous verrez que parmi certains plats phares auxquels vous êtes peut-être attachés, comme le bœuf bourguignon, c'est la sauce et les épices qui font le plus gros du travail. Donc ça s'adapte très bien en mode végétalien. Petite expérience de pensée qui peut peut-être vous faire voir les choses autrement. Si je mangeais la cuisse d'un de mes petits-neveux, je suis sûr que bien cuisiné, ce serait méga bon. Mais je ne vais pas le faire. Je préfère cuisiner autre chose et pourtant me régaler. D'ailleurs, vous verrez qu'avec le temps, passer devant des plats qui vous faisaient saliver au début, comme un kebab pour moi,
ça vous fera de moins en moins d'effet avec le temps parce que vos papilles vont se déshabituer et que vous allez apprendre à adorer d'autres saveurs et que vous saurez quel plat végétalien peut vous apporter tout autant de plaisir. Ensuite, peut-être que, comme moi à mes débuts, vous allez essayer de trouver un petit boucher ou un petit producteur qui sait si ces animaux ont été bien traités pendant leur vie et s'ils ont été tués avec respect. J'ai malheureusement vite découvert qu'aller chez le boucher ne garantit pas que l'animal ait été bien traité tant dans sa vie que dans sa mort. Je n'entre pas dans les détails exprès, je vous laisserai faire vos recherches si vous le souhaitez. Et dans tous les cas, la finalité reste la même. Un être vivant est tué très jeune. Un poulet peut vivre 8 ans et il est tué au bout de 35 jours. Un cochon est abattu au bout de 6 mois. On parle de petits là, pas de vieillards. Et pour le coup, l'éleveur n'a pas de contrôle sur l'abattage. Et là, les pratiques de mise à mort sont terribles. Et pour la petite info, les cochons élevés en plein air, ça représente seulement 5% des élevages de porcs en France. Donc vous avez une chance infime de tomber sur ces animaux. Une autre incompréhension, ça peut être de se dire « Arrêtez de manger des animaux terrestres, ok, mais pourquoi ne pas continuer à tuer des animaux aquatiques ?» Eh bien, si vous en doutiez, les études scientifiques le montrent sans équivoque. Les animaux aquatiques, comme les poissons, souffrent aussi. Nous avons plus de mal à ressentir de l'empathie pour eux, entre autres car leurs expressions faciales sont différentes des nôtres, mais les animaux aquatiques ressentent de la douleur, jouent, veulent vivre aussi. Ensuite, on peut se dire, ok, on ne tue pas l'animal, mais pourquoi diminuer ou arrêter le fromage, le lait, les œufs ? Ça ne tue pas l'animal. Encore une fois, sans entrer dans tous les détails, prenons par exemple la vache. Nous prenons le lait qui est destiné à son veau qui lui est enlevé quasiment à la naissance. Si vous pensez que c'est anodin, je vous invite à voir les vidéos de certaines vaches qui hurlent en cherchant leur veau pendant des jours. Ce sont ces mêmes vaches qui sont inséminées de force, donc contre leur gré, et à répétition, pour qu'elles soient sans arrêt gestantes, entre autres pour pouvoir produire du lait. Tu parles d'une vie. L'autre conséquence, en plus de la souffrance, c'est qu'elles meurent très vite de cette surexploitation. Et des conséquences comme celle-là, il y en a des tas avec des détails plus sordides les uns que les autres. Un autre frein est de penser « ça va couper mon lien social avec ma famille et mes amis, je ne vais plus pouvoir manger avec eux ». Deux cas possibles. Vous voulez un plat végétarien et vous trouverez quasiment toujours au resto au moins un plat végé et sympa ou que le cuistot peut rapidement rendre végé. Frites, pâte au pesto, etc. Et l'autre cas, vous voulez un plat végétalien. Et là, ça demande un peu plus d'organisation actuellement. Au resto, je vous conseille de téléphoner avant pour voir s'ils ont un plat végétalien et sinon, s'ils peuvent adapter le plat. Si vous allez manger chez quelqu'un, prévenez d'abord et vous pouvez proposer d'amener votre propre plat. C'est là que la deuxième vidéo des 17 recettes faciles va vous aider. Vous aurez juste à apporter ce que vous aurez rapidement cuisiné, comme des pâtes, des rouleaux de printemps végé, etc. Et si certains de vos amis ou certains membres de votre famille n'acceptent pas votre choix d'assiette, c'est le bon moment de leur demander en quoi ça les dérange que vous ne mangiez pas d'animaux. Et s'ils n'acceptent pas votre choix, je pense que c'est le bon moment de leur demander leur définition du respect et de l'amour qu'ils vous portent. Petite astuce, en lien avec ce thème, je sors souvent avec dans mon sac un petit bocal de noix. Noix de pécan, noix d'Amazonie, noisettes, quelques carreaux de chocolat. Comme ça, en cas de petite faim, j'ai ce qu'il faut sous la main. Ou bien je sors avec un fruit ou une barre chocolatée végétalienne. Comme ça, si j'ai juste un petit creux, ça évitera de craquer pour les chips du distributeur et les gâteaux hyper sucrés qui sont bons, mais pas nickel au quotidien pour la santé. Un autre frein peut être d'avoir une prise de conscience trop grande d'un coup et de ne pas vouloir se lancer par peur de manquer de cohérence ou de devoir changer l'intégralité de son mode de vie. Je vous explique. Vous décidez par exemple d'arrêter de manger des animaux ou d'en manger moins. Et là, un ami vous fait remarquer dans un dîner que c'est bien gentil parce que c'est bien pour le bien-être animal et pour l'environnement, mais que par contre, ça ne vous dérange pas de prendre l'avion pour vos vacances, c'est qu'il y aura un impact environnemental fort, ou d'acheter un smartphone qui a été fabriqué en Asie. Évidemment, ce sont des aspects de vos vies sur lesquels vous pouvez agir, mais personne n'est parfait. Nous sommes dans un monde complexe, donc oui, nous avons nos contradictions, et je préfère être 90% du temps en accord avec mes valeurs et 10% du temps en contradiction, plutôt que de ne rien faire en lien avec mes valeurs, parce que j'estime qu'il faut être soit tout blanc, soit tout noir. Le monde est gris, on fait ce qu'on peut. L'idée c'est d'améliorer ses pratiques. Si je peux éviter de prendre l'avion 2 fois par an, oui, c'est souhaitable pour la planète et ses habitants, mais si je ne peux pas, ça ne remettra pas en cause mes bienfaits dus à mon choix d'alimentation. Un peu dans cette idée, vous pouvez vous dire « Ok, je ne serai plus responsable de la souffrance d'animaux, mais je vais manger forcément plus de végétaux qu'avant. Et qu'est-ce qui me dit qu'ils ne souffrent pas eux aussi ?» De ce que j'ai pu lire, la science dit 2 choses. Les végétaux n'ont pas de nerfs, donc en principe ne ressentent pas la douleur comme un être humain ou un animal.
Mais les végétaux communiquent entre eux et en cas de danger ou d'agression émettent des signaux et réactions de stress et de protection. Il y a des tas de documentaires passionnants sur le sujet. Ce n'est peut-être pas la même souffrance qu'un être humain ou un animal, mais je trouve assez prétentieux de dire que pour autant, les végétaux ne souffrent pas. Nous ne connaissons que très peu de choses à leur propos. Par respect pour le monde vivant, et au vu de ce que je peux observer, je considère donc qu'en effet, un végétal peut souffrir. Donc pourquoi ne pas manger d'animaux si c'est pour manger des végétaux? Tout simplement parce que le meilleur moyen de manger moins de végétaux, c'est d'en manger plus. Petit exemple tout simple. Si je mange 1 kg de végétaux, il aura fallu moins de végétaux que si je mange 1 kg de vache, pour laquelle il aura fallu beaucoup plus de végétaux pour qu'elle grandisse jusqu'au jour où elle va à l'abattoir. Le principe d'un vegan ou d'un végétalien n'est pas, selon moi, de ne causer aucune souffrance et de n'avoir aucun impact sur son environnement. C'est, je pense, impossible. Une vache a besoin de végétaux, un lion de viande et les humains ont besoin de nourriture pour vivre. La chance que l'humain a, c'est qu'il est omnivore, contrairement à un félin qui est carnivore. Nous pouvons donc choisir ce que nous mangeons. À partir de là, mon objectif est de vivre en ne causant pas de souffrance que j'estime inutile. Toutes les espèces ont un impact sur le vivant, c'est normal. Mais la nôtre a pour le moment un impact catastrophique, tant pour les animaux que pour la planète, donc pour nous-mêmes au final. Un frein que j'entends parfois est la phrase suivante. Les végétaliens se nourrissent essentiellement de soja, et justement, les champs de soja impliquent la déforestation en Amazonie. Alors, premièrement, vous n'êtes pas obligé de ne manger que du soja si vous ne mangez plus d'animaux. Deuxièmement, le soja destiné à l'alimentation humaine en France est issu de soja cultivé en France et en Europe, et non de l'Amazonie. Il faut savoir que 85% de la production mondiale de soja est destinée à l'alimentation animale. Il est aussi possible d'entendre parfois des craintes que le soja crée le cancer ou qu'il féminiserait les hommes. Je vous renvoie à un article que je mets en source de cette vidéo et qui explique fort bien que des milliers d'études ont été menées et que nous avons le recul nécessaire sur le soja, étant donné qu'en Asie il est consommé depuis plusieurs siècles, depuis plusieurs décennies en Occident, et que le soja semble bien être sans danger, voire bénéfique pour la santé. Une chose qui peut être un frein, ce sont les traditions et l'économie. Les traditions, ce sont les discours du type « on a toujours mangé de la viande ». Déjà, je rappelle que c'est très récent que l'on puisse en manger autant. Avant, c'était pour des exceptions. Ensuite, nous sommes en droit de nous demander si une tradition crée de la souffrance, pourquoi la garder? Les combats de gladiateurs, la tradition chinoise des pieds bandés qui consistait à enserrer les pieds des jeunes filles peu après la naissance, et autres traditions cruelles ont disparu, et tant mieux. D'ailleurs, si la peur de perdre des plats typiquement français vous effraie, vous pouvez aussi vous rassurer en comprenant qu'il est tout à fait possible d'approcher les saveurs que vous recherchez. Certains cuisiniers et grandes marques font des choses incroyables. Pour l'économie, certaines personnes craignent parfois que cela détruise de l'emploi. Premièrement, si la demande en végétaux augmente, eh bien en toute logique, des emplois se créeront pour remplacer ceux liés à l'élevage et à l'abattage des animaux. Et deuxièmement, si nous avions dû garder tout ce qui économiquement rapportait à un pays mais qui n'était pas éthique, eh bien nous aurions par exemple toujours l'esclavage ou le travail des enfants. Avant-dernier frein. Pensez que si on ne fait plus d'élevage et d'abattage animaux, cela va créer leur extinction. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais ce n'est pas en élevant des animaux pour les tuer qu'on les protège. Un dernier frein est de penser que cela va coûter cher. Or, si vous diminuez votre consommation de viande, de poisson et de fromage, vous verrez que vos courses seront moins chères. Si la note devient plus élevée, cela voudrait dire que vous avez acheté beaucoup de plats industriels. C'est là que la deuxième partie de la vidéo sera intéressante. 17 recettes bonnes, faciles, et qui peuvent vous faire plusieurs repas si vous les faites en plus grande quantité. Et voilà, c'était la plupart des freins à diminuer sa consommation d'animaux que j'entends, que j'ai vécu pour certains, et sur lesquels je me suis plusieurs fois questionné. Maintenant que vous avez les enjeux en tête, je vous propose des solutions pour faire des plats facilement, tout en vous régalant. A tout de suite pour la deuxième vidéo. Petit bonus, avant de passer à la vidéo recette, je vous donne les références des simili-carnés que je connais et que je préfère. Des marques qui imitent le goût de la viande, poisson et fromage, il y en a plein et à des prix différents. Il y en a que je trouve très bonnes, d'autres pas du tout. Je vais vous parler de quelques produits que j'ai goûtés et que j'achète de temps en temps, car j'aime beaucoup le goût. Niveau composition des ingrédients, certains me plaisent d'un point de vue santé, d'autres sont carrément du fast-food. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est comme du cordon bleu, de la charcuterie ou du fromage. C'est de l'alimentation transformée, voire parfois ultra transformée. Donc selon moi, ça ne doit pas être quotidiennement dans votre repas,
Sinon, votre santé risque de ne pas trop apprécier. Je précise que je n'ai aucun partenariat avec les produits, marques et enseignes que je vais citer. Je le fais uniquement parce que j'aime le goût et que ces magasins sont sur mon chemin. Donc vous pouvez très bien trouver des sites sur Internet comme Official Vegan Shop ou d'autres enseignes de supermarchés qui vendent ces produits ou des produits similaires. Niveau imitation viande. En premier, je vais vous parler d'une marque française qui se nomme Apivore. Elle fait pour moi les meilleurs nuggets végétaux. Elle fait aussi des imitations merguez et knack qui sont top. Les boulettes de chez Carrefour, imitation boulettes de viande, au rayon surgelé, je les adore. Un plat de spaghettis avec ses boulettes et de la sauce tomate, délicieux. Je mange régulièrement les knacks de chez Kokiriki. Les imitations saucisses et steaks de chez Accro sont top, notamment pour mettre sur des pizzas. La marque Lavi fait une imitation jambon assez bluffante. Ces marques ont d'autres alternatives, mais je ne les ai pas forcément goûtées ou aimées. Niveau imitation fromage, il y a de tout, du très bon et du pas du tout à mon goût. Je déconseille les fromages à base d'huile de noix de coco. Je vous conseille les fromages à base de noix de cajou décortiquées mécaniquement. Le mécaniquement est important pour la santé des travailleurs. Et je vous conseille également des imitations fromage à base d'amandes. En fromage type boursin, vous avez des substituts très chouettes que vous trouverez en supermarché. Voici quelques exemples. La marque French Kiss, que l'on peut trouver à Monoprix, fait selon moi une très bonne imitation d'un brie bien fait et une autre d'un camembert. La marque La Petite Végane et les nouveaux affineurs, que vous trouverez sur internet ou dans certains magasins bio, sont aussi très bonnes. Niveau imitation poisson, j'en ai très peu acheté pour le moment, donc un des seuls que je vais vous conseiller, c'est l'imitation thon de chez Carrefour, qui se nomme Luna. Et en magasin bio, vous pouvez trouver du Taharama, qui est une imitation du tarama assez bluffante. Je vous récapitule où j'ai trouvé ces différentes marques jusqu'ici. Apivore, je trouve ça souvent chez Monoprix, Carrefour et Intermarché. Accro, chez Carrefour. Vuna, chez Carrefour. Taharama, Biocop et Naturalia. Saucisses Kokiriki, je les trouve sur le site Official Vegan Shop, mais également à Carrefour. De manière générale, sur Official Vegan Shop, vous trouverez énormément des produits que j'ai cités et bien plus encore. Les boulettes végétales, chez Carrefour. Le jambon La Vie, à Super U, Intermarché, Carrefour. Petit focus sur le chocolat en tablette. J'ai toujours détesté le chocolat noir. Je ne mangeais que du blanc ou du chocolat au lait. Voilà comment j'ai fait une fois que je suis passé végétalien. À Carrefour, j'achète le chocolat noir en tablette que j'affiche. Je le trouve très sucré, donc faut pas en abuser, mais il passe très très bien. Et en plus, si vous mangez ça en croquant dans une noisette en même temps, un vrai délice. Ou alors avec un peu de beurre de cacahuète, très sympa aussi. Pour un chocolat plus fort en goût et beaucoup moins sucré, on a du Lindt 70 à 90%. En plus, j'ai enfin découvert comment l'apprécier. Il ne faut surtout pas croquer un gros morceau, juste un tout petit morceau d'un carreau et bien le mâcher. Vous verrez, plus vous mastiquez, plus les saveurs vont se libérer et devenir agréables. Maintenant, j'adore. Et l'avantage pour la ligne, c'est que je n'ai pas envie de me manger toute la tablette d'un coup. Il commence à y avoir dans certains magasins des chocolats vegan au lait, mais je n'ai pas encore testé. Une pâte à tartiner que je trouve extra, c'est la Funky Veggie. Je la trouve à Naturalia, Intermarché et sûrement d'autres supermarchés. Eh bien, je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo sur les 17 recettes.